Retour dans la semaine, dans le monde, on fait le tour des grands thèmes d'actualité de la semaine. Et pour démarrer cette deuxième partie, on va évoquer cette nouvelle très triste, la mort de deux de nos confrères en reportage à Mossoul, les journalistes Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad, après l'explosion d'une mine. Leur mort rappelle à quel point Mossoul est devenu un endroit si dangereux où se déroule une bataille de rue impitoyable et où l'organisation de l'État islamique se bat coûte que coûte. Et pourtant, on y envoie encore des journalistes. Marc Semo, c'est les risques du métier. Oui, et en même temps, il est nécessaire de continuer à couvrir ce conflit. Ce sont des événements terribles. Qui montre d'ailleurs à quel point la bataille, maintenant c'est la fin de la bataille de Mossoul, est dangereuse, puisque c'est une bataille rue par rue, c'est des maisons qui sont piégées, des véhicules qui sont piégés, voire même des corps qui sont piégés, donc c'est extrêmement dangereux pour les journalistes, et en même temps, voilà, c'est le travail d'y être, et a fortiori pour des télévisions qui ont besoin d'images, d'être en première ligne. Denis de Montpion. Écoutez, Marc a raison de le répéter, c'est les risques du métier, mais je voyais là ce fixeur irakien, Bakhtiar Haddad, c'est un homme qui a toujours... il est jeune, il a 41 ans, je crois, qui était là, qui à la fois aidait les diplomates à essayer d'avancer dans ce magma, et puis de guider les journalistes. Il avait l'air de connaître très bien la configuration du pays, et puis voilà, il a sauté sur une mine. Enfin, c'est absolument terrible à la fois. C'est terrible, hein, Antoine Wittkin. C'est vrai que ce Mossoul, il y a d'un côté les forces irakiennes soutenues par la coalition. Il reste en fait quelques centaines de djihadistes dans cette ville, ceux d'ailleurs qui ont fait exploser la mosquée Al-Nouri il y a quelques jours. D'ailleurs, pourquoi avoir fait exploser ce symbole ? La zone aux mains des djihadistes est assez réduite à Mossoul. Hein, et d'ailleurs, c'est en train de se produire à Raqqa. En ce moment, en Syrie, à Raqqa, la coalition arabo-kurde opère une manœuvre d'encerclement et autour d'un périmètre qui doit faire 5 km sur 10 km. Et on prévoit peut-être des semaines, voire des mois, me disait un militaire français pour pouvoir prendre la ville. Et à Raqqa en Syrie, hein, qui est en fait une beaucoup plus petite ville que celle de Mossoul en Irak. Et donc on imagine ce qui s'est passé à Mossoul. La bataille de Mossoul a commencé depuis plusieurs mois. Le dynamitage de la mosquée est un événement... je trouve important parce que le projet politique de Daesh consistait à théoriser un enracinement local d'un califat islamiste. Ce qui n'était pas, par exemple, la stratégie d'Al-Qaïda précédemment, alors Al-Qaïda était assez clivé d'ailleurs sur ce point-là, mais qui promouvait un djihad mondial et le projet politique et sa force donc d'entraînement, y compris jusqu'à les territoires européens ou américains, c'était un enracinement, un califat, la réalisation concrète, territorialisée de ce projet islamiste du califat. La destruction de la mosquée, c'est une manière de clore cette séquence territorialisée, en tout cas à Mossoul, hein, et donc se pose effectivement la question de la mutation de Daesh. C'est peut-être aussi un message envoyé, peut-être dans une logique plus Al-Qaïda, que Daesh peut aussi être une entité politique extraterritoriale et donc avec les risques terroristes que cela comporte. Mais ça ne veut pas dire la fin de Daesh, cette explosion. C'est la fin d'un certain Daesh. Voilà. C'est-à-dire ce qui fait sa spécificité, cet autoproclamé califat, qui avait été proclamé par al-Baghdadi dans cette même mosquée. Ouais. Mais d'où cette espèce de finale où voilà, nous perdons notre capitale, nous perdons la ville qui était le symbole de cette montée en puissance de l'État islamique. Hein, à l'époque, ils avaient trouvé un matériel militaire énorme, et des millions de dollars dans les coffres des banques. Ça avait été un véritable basculement. Et maintenant, cette étape-là, en tout cas, est finie. Ensuite, ça va être compliqué de savoir si l'État islamique pourra justement, en tant que tel, continuer. Le djihadisme va évidemment continuer. L'État islamique sous ce label-là, c'est encore problématique. D'ailleurs, dans la destruction de la mosquée, de cette mosquée, il y a un autre facteur, c'est que l'État islamique a accusé les États-Unis d'avoir bombardé cette mosquée. Et on voit bien
le sens de tout cela. C'est pour essayer de réveiller quelques consciences dans les pays occidentaux pour les inciter peut-être à se réveiller pour des actes terroristes. Enfin, ça paraît assez clair comme stratégie. En tout cas, la population irakienne l'a très mal pris sur place, Antoine, justement, la destruction de cette mosquée. Oui, c'est la destruction d'une mosquée qui était en plus une mosquée chargée d'histoire. Ça du XIIe siècle. Ça remontait à Saladin. Donc c'était chargé. Juste un mot aussi sur la présence des journalistes en Irak. Elle est d'autant plus nécessaire que les journalistes peuvent aller en Irak et peuvent extrêmement difficilement, voire quasiment pas, aller en Syrie où il se passe des choses extrêmement importantes, ne serait-ce que pour ce qui concerne Daesh. Alors, il y a des journalistes dans la zone kurde, mais c'est tout. Donc, on en a un certain nombre. C'est d'autant plus important qu'ils puissent continuer à aller en Irak. Plus compliqué encore, la Syrie que l'Irak. Syrie, hormis la zone nord, il y a quasiment plus personne, à part des exceptions. Il y a quelques exceptions, mais assez peu. Et les zones gouvernementales. Mais c'est très compliqué d'informer depuis les zones gouvernementales. Ce qu'on a vu récemment de journalistes qui sont allés couvrir la chute d'Alep du côté gouvernemental, montrait qu'il était compliqué d'obtenir des informations fiables, en tout cas pour les lecteurs ou les téléspectateurs européens. Alors c'est Moës, alors qu'en disent les dessinateurs? Les dessinateurs de presse, ils ont évidemment tenu à rendre hommage avant tout aux journalistes qui sont tombés. Évidemment, c'est un métier à haut risque, on l'a dit. Donc on a ce magnifique dessin de Ed Hall, dessinateur américain pour Outtoons.com, qui se passe de commentaires. Évidemment, un shooting en zone de conflit, ça peut très très mal terminer. Ça peut terminer dans une tragédie. C'est ce que dit ce dessin de Mikaya, mais il n'en reste pas moins que c'est un métier absolument nécessaire pour témoigner, pour dénoncer, et puis pour nos mémoires collectives. On a là aussi une image très forte d'une dessinatrice vénézuélienne qui s'appelle Raima, ce t-shirt ensanglanté de la presse. Un autre dessin de Emad Hajjaj, dessinateur jordanien, qui est aussi très dur, qui montre donc parmi ses corps la plume d'un journaliste qui témoigne. Ça peut être une caméra, ça peut être un appareil photo. Et puis un autre dessin très intéressant de côté dessinateur canadien. Alors il l'a fait pour le siège de Homs, mais il est intéressant à revoir aujourd'hui. Il n'y a aucun journaliste pour témoigner de cette guerre. Et l'autre qui dit, et qui est en train de périr sous les balles, il reste les caricaturistes. Alors c'est vrai que les caricaturistes, ils sont peut-être pas sur le terrain au même titre que les reporters de guerre, mais ils sont là aussi pour en parler. La preuve, c'est une mise en abîme qu'on voit là, et puis on sait aussi à quel point on est bien placé pour le savoir en étant à Paris, à quel point le métier de dessinateur de presse est aussi un métier à haut risque. Et puis enfin, pour terminer quand même sur ce très grand dessin de Tchir, de dessinateur des Pays-Bas, c'est que les conflits ont pour conséquence surtout les victimes au sein des populations civiles qui sont vraiment prises en étau entre les bombes d'un côté et puis le rejet. C'est vraiment là-dessus qu'il faut concentrer aussi notre attention. Je profite de l'occasion pour inviter à nouveau nos téléspectateurs à lire ce livre « Tous migrants » que nous avons édité aux éditions Gallimard sur la question des réfugiés, entre autres, et qui est préfacé par Benjamin Stora et illustré par 60 dessins du monde entier. Alors on reste en Syrie et on va parler diplomatie cette fois, enfin diplomatie et escalade entre les États-Unis et la Russie. Ça a démarré dimanche. Un avion de chasse américain a abattu un appareil de l'armée syrienne dans la région de Raqqa, donc dans le nord de la Syrie. Et puis l'armée américaine a abattu un drone syrien. C'est un peu la première fois que ça se passe. Les Russes ont réagi très vivement. Ils soutiennent donc la Syrie. Jusqu'où ira cette escalade entre les États-Unis et la Russie, Antoine Wittkin? Jusqu'où ça dépend pour une part de la capacité des Russes et des Américains à se parler. On ne sait pas quels sont les canaux de communication. Ça dépend aussi de la capacité des uns et des autres à être prévisibles pour leurs adversaires ou leurs ennemis ou leurs interlocuteurs, ce qui est essentiel dans les relations internationales. Et là encore, la prévisibilité américaine est du point de vue russe en question, à juste ou à... Et pourquoi les Russes ont-ils réagi aussi vivement ? Parce qu'il y a en Syrie une bataille d'influence
avec des zones contrôlées par des alliés directs ou indirects de ces deux puissances, et puis des opérations militaires assez intenses des deux côtés, donc avec ces possibilités de friction-là, un enjeu politique et militaire qui est la bataille de Raqqa, puisque c'est dans les environs de Raqqa que ça s'est passé, où évidemment la prise de Raqqa serait là aussi un symbole important, ce d'autant plus que la guerre en Syrie s'est transformée d'un point de vue médiatico-politique en une bataille contre Daesh, ça ne recouvre pas la réalité syrienne totalement, mais c'est devenu ça depuis schématiquement 2014, et donc il y a ces enjeux-là, avec des enjeux périphériques, on en parlera peut-être, puisqu'il y a des incidents assez réguliers au sud de la Syrie, entre là aussi les forces irano-syriennes et les forces américaines. Marc Semos, escalade. Antoine a entièrement raison. Ce qui est en train de se jouer, c'est l'après-Daesh. Et donc, vous parlez d'après-Daesh, alors qu'ils sont encore... on a vu qu'ils résistent à Raqqa, ils résistent malgré tout à Mossoul, mais on parle déjà d'après Daesh. De semaines, de mois, donc il y aura une autre forme de djihadisme. Donc là, effectivement, chaque camp marque son territoire. Donc jusqu'où ira la coalition arabo-kurde soutenue par les Occidentaux, jusqu'où le régime pourra reconquérir du territoire syrien. L'enjeu, c'est le corridor chiite, c'est-à-dire ce corridor qui va Iran, Irak, ensuite une partie de la Syrie pour aller jusqu'au Liban. Et c'est là c'est ce que veulent bloquer les Américains et les Occidentaux en général. Les Français sont exactement sur la même ligne. Donc ce qui est en train de se jouer là, par ailleurs, il n'y a pas d'escalade du tout. C'est-à-dire les Russes ont réagi, ce qui était comme le minimum. Comme les parrains du régime syrien, ils l'ont sauvé. Ensuite, une fois de plus, ils ont annoncé qu'ils allaient suspendre l'accord de déconfliction. L'accord de déconfliction, c'est ce qui permet d'éviter les incidents aériens, puisque la coalition, pour faire simple, contrôle les cieux à l'est de l'Euphrate et les Russes totalement à l'ouest de l'Euphrate. Bon, mais une fois de plus, ce ont été des mots. Ils n'ont pas suspendu ces accords de déconfliction. Quand le ministre Donc c'est une friction, ce sont des frictions. Des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été à Moscou. Lavrov a totalement, dans la conférence de presse, dédramatisé cette affaire. Et par ailleurs, les Français ont un peu joué les intermédiaires. Mais voilà, c'est un incident, il y en aura d'autres du même genre, mais effectivement, c'est un problème sérieux, parce que c'est la carte de l'après qui est en train de se dessiner. Denis de Montpion, c'est la carte de l'après donc, qui se joue. Est-ce que la France a une carte à jouer? Justement, on disait que Jean-Yves Le Drian a vu son homologue, donc Sergueï Lavrov. Emmanuel Macron a fait quelques déclarations aussi intéressantes. Il a fait des déclarations très nettes, d'ailleurs, disant que voilà, le départ de Bachar el-Assad n'était plus un préalable à une éventuelle paix en Syrie. Donc c'est quand même un changement radical par rapport à la position de François Hollande. C'est une rupture par rapport à la position de François Hollande. On peut parler de rupture. En tout cas, c'est un changement assez net par rapport à ce que soutenait François Hollande. Et si aujourd'hui il adopte cette position en désaccord avec les Américains, ça va être intéressant de voir comment ça peut évoluer. Mais enfin, penser qu'il suffira de quelques semaines pour en finir avec Daesh, je pense que Marc est très optimiste là-dessus. Alors justement, le rôle de la France, Antoine Wittkin, est-ce qu'elle a une carte à jouer? Donc effectivement, Emmanuel Macron a dit le départ de Bachar el-Assad n'est plus un préalable. Alors c'est une rupture pour vous ou pas? Non, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Jusqu'à là, Emmanuel Macron a mis en mots ce qui était la politique française jusqu'à là. Et d'ailleurs, le gouvernement français cessait de demander le départ de Bachar comme un préalable. Depuis quoi? Depuis un an à peu près? Depuis un an à peu près. Depuis les attentats. Depuis les attentats, absolument, c'est ça. Depuis les attentats. Bon. Il y avait un changement donc. Oui, il y avait un changement, mais qui est fonction. François Hollande n'a jamais été aussi net. Non, mais absolument, vous avez parfaitement raison. Il a mis en mots ce qui était de facto la politique française et ce qui avait été esquissé verbalement, mais jamais aussi nettement. Donc de ne plus demander le départ préalable de Bachar el-Assad. Il y a une sorte de, comme disent les Américains, de reset. C'est l'intérêt de la démocratie d'ailleurs par rapport à la dictature. C'est un des intérêts, c'est qu'on peut effectuer des resets, c'est-à-dire des remises à zéro alors qu'on est précédemment pris par un mouvement politique qu'on a impulsé et dont il est difficile de se dégager totalement. Pour vous répondre en deux mots, ce qui est paradoxal, c'est que la France ne pèse pas grand-chose là-dedans. Ça se joue, alors d'un point de vue diplomatique, entre les grandes puissances, donc les États-Unis, la Russie. Voilà, entre la grande puissance et les puissances régionales que sont l'Iran, la Turquie et éventuellement les États du Golfe. Ça se joue
à Astana, qui est un processus initié par les justement, Russes. Astana, on a l'impression que ça n'avance pas. Les Français sont absents. Donc la carte française en Syrie est bien mince. La carte française dans l'Europe, c'est peut-être autre chose, et notamment parce qu'il faudra un jour reconstruire ce pays. Et puis, également parce que les Russes, je pense, sont beaucoup plus mal à l'aise que les Iraniens dans cette affaire-là. Poutine a besoin de savoir qu'en sortir de Syrie. Il n'a pas vocation à y rester éternellement. Et pour sortir, il faudra composer, il faudra des parrains sans doute des sunnites, il faudra reconstruire. Donc il y a une carte européenne. La France pèse peu. Donc le tournant de Macron est un tournant rhétorique intéressant et logique. Mais la France pèse relativement peu. C'est vrai qu'elle n'est pas présente sur le terrain. C'est quand même... Elle pesait, hein, mais elle ne pèse plus. Depuis 2 ans. Puis le second pays le plus engagé dans la coalition, loin derrière les Américains, 5% des bombardements, mais ils en font quand même 5%, les Américains 95%, les autres n'en font pas. Et surtout, il y a la carte de l'Europe. Parce que, comme tu le disais très bien, Poutine veut se dégager de ça. Il y a le spectre qui reste fort. Donc Poutine aussi veut se dégager de Syrie, c'est ce que vous dites. Risque afghan. Et sur la reconstruction, l'Europe sera fondamentale. Or, ce qui est déjà évident, et c'est l'une des cartes que jouent les Français, c'est que l'Europe ne payera pas pour un replâtrage du régime avec un Bachar el-Assad, qui est quand même le principal responsable de cette guerre et de ce carnage de son propre peuple. Et donc là-dessus, il y a pour la France, avec l'Allemagne, au sein de l'Europe, un certain nombre de cartes à jouer. Et donc, le film n'est pas encore fini. Et là-dessus, la France, et c'est là le positionnement qu'est en train de prendre la diplomatie française, justement, on est passé de l'implicite, on ne demandait plus avec insistance le départ de Bachar à l'explicite, c'est-à-dire on dit clairement c'est un argomento, etc., etc. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Denis de Montpion. Mais alors justement, on ne demande plus ce départ de Bachar el-Assad. Il y a eu un débat, même pendant la campagne en France, où on disait qu'il fallait surtout pas ne pas dire ça. Il faut pas pactiser avec le diable. Mais en réalité, par sa déclaration, Emmanuel Macron veut surtout signifier que l'essentiel, dans un premier temps, c'est de se débarrasser de l'État islamique, puisque c'est l'État islamique qui revendique les attentats aussi bien à Londres qu'à Paris qu'à Bruxelles et ailleurs, et c'est devenu clairement, à travers son discours, sa priorité. Après, une fois voilà, ce dégagisme accompli, il sera peut-être temps de s'occuper de la Syrie, parce que apparemment, et pour le moment, jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas de remplaçant potentiel désigné pour remplacer Bachar el-Assad. Antoine, mais alors justement, on peut donc parler avec Bachar el-Assad. C'est ce que ça veut dire. C'est pas ce que Macron a dit. On peut parler. Il n'est pas allé aussi loin. On peut parler avec tout le monde. Les négociations de Genève se font avec la délégation du régime syrien. On parle avec Bachar el-Assad. On peut évidemment parler avec tout le monde. On doit très certainement parler avec tout le monde. La question, c'est de savoir pourquoi dire et pour obtenir quoi. Mais cette rhétorique, c'est-à-dire cette formule rhétorique qui consiste à dire il faut parler ou pas parler, en soi ne veut rien dire. D'ailleurs, c'était un des passages un peu faibles de l'interview d'Emmanuel Macron lorsqu'il disait la France a vocation à se tenir et à parler, etc. Personne n'a jamais dit le contraire. Et parler avec les Syriens, c'est loin d'être simple. Donc, Bachar el-Assad est de toute façon là. Ce qu'il faut avoir en conscience en permanence, c'est non seulement, comme tu disais très bien, c'est évidemment Bachar el-Assad a du sang sur les mains, mais au-delà de ça, il est à la tête d'un régime à bout de souffle, tenu à bout de bras par l'Iran qui elle-même n'est pas totalement sûre d'avoir les moyens de continuer sa politique en Syrie qui lui coûte très cher, et par la Russie qui se pose des questions importantes et qui seront de plus en plus importantes à mesure que se profilera l'élection présidentielle russe. Donc c'est un acteur politique à bout de souffle. Et juste un mot, pour les Français, et là-dessus c'est significatif, le risque majeur, et là-dessus ils sont d'accord avec y compris les Russes, c'est celui de l'État failli, c'est-à-dire d'un effondrement de la structure étatique de la Syrie, qui donne un scénario de chaos, comme le fut à un moment l'Irak, et qui est le risque majeur pour tout le monde. Et ce qu'il faut absolument éviter, parce que Bachar, là, tel que les choses sont évidemment peu satisfaisantes, mais le pire pourrait venir. Le pire, mais c'est un nouveau discours tout de même. Une somalisation. Ça fait des années que c'est la question, et c'est ce qui a conduit, je pense, les Américains, Barack Obama, à ne pas intervenir en 2013 avec les risques de chute du régime. C'est ça, hein. C'est le risque d'un écroulement et d'une faillite de l'État en Syrie. Laure Semoes, alors qu'en disent les dessinateurs de presse?
On a ce premier dessin du dessinateur bulgare Tsvetkov qui dit assez trivialement les choses. Il a au moins ce mérite. On voit effectivement une course entre Poutine et Trump les tensions qui augmentent avec ce dont on vient de parler, ce qui s'est passé cette semaine. Cet autre dessin d'un dessinateur allemand qui s'appelle Rainer Aschfeld, qui est intéressant et qui symbolise et qui montre le soutien indéfectible de Poutine auprès de Bachar el-Assad et de son régime. Et puis ce qui est aussi intéressant, toujours évidemment, c'est cette allusion à la tragédie du petit Thaïlande qui avait marqué tous les esprits l'année dernière. Un autre dessin de Dan Ziger, dessinateur américain pour The Rutland Herald. Alors là, on a cette espèce de monstre de la guerre qui est un personnage récurrent dans les dessins de ce dessinateur qui se réjouit. Les avions de guerre russes et américains survolent dangereusement la Syrie et d'autres lieux. Troisième guerre mondiale, yes. Alors est-ce qu'il faut craindre le pire? Et puis enfin, ce dessin de Gargalo, dessinateur portugais, qu'il avait fait en fin d'année dernière, lorsque Obama était encore président, mais que je tenais à ressortir aujourd'hui parce que c'est une magnifique interprétation de cette tragédie du conflit syrien. Tous les ingrédients sont là. On reconnaît évidemment Poutine ici. Donc on a Obama qui ne mériterait que d'être changé par la tête de Trump, Bachar el-Assad et évidemment l'État islamique qui s'y est représenté. On a presque envie de se taire devant cette fresque qui évidemment reprend et réinterprète le célèbre Guernica de Picasso. Tout de suite, un œil sur les médias, pardon. Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Stéphanie, alors vous débutez aujourd'hui avec les Journées Olympiques. Alors on change complètement de sujet. Ces Journées Olympiques dans les rues de Paris, c'est la fête aujourd'hui à Paris. Tout à fait Stéphanie, l'opération se déroule sur 2 jours, ce vendredi et ce samedi. 250 athlètes mobilisés, plus de 2500 personnes. Vous découvrez cette carte des sites des disciplines olympiques qui étaient proposées aujourd'hui. Vous le voyez, plusieurs zones distinctes, mais toutes le long de la Seine. Le coup d'envoi de cette journée a bien sûr été donné par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Vous allez voir ce tweet. Et le tweet, justement, n'est pas passé inaperçu puisque, comme vous le voyez, il est en anglais. Je vous le traduis, cette journée olympique montre à quoi ressembleraient les JO 2024 dans le cœur historique de Paris. Pas de français dans ce tweet, donc cela fait forcément penser à la polémique liée au slogan de Paris 2024, « Made for Sharing ». Alors littéralement, cela veut dire fait pour le partage, mais pour le site de 20 minutes à l'époque, c'est tout simplement un slogan de pizza à découper. Ambiance, alors ces Journées Olympiques sont une vitrine bien sûr exceptionnelle pour la ville de Paris. Les grands responsables se sont mobilisés, à l'image, je vous le disais, d'Anne Hidalgo, qui a fait un petit tour de canoë avec Tony Estanguet, le triple champion olympique de canoë. Voilà pour ce petit tour. L'occasion également de faire un petit selfie aux abords du Quai d'Orsay, où se sont réunis plus de 200 embarcations. Des participants évidemment enchantés à l'idée de rencontrer leur champion. Alors, on a tout d'abord évidemment les installations, à l'image de cette piste flottante, 100 mètres entre le pont des Invalides et le pont Alexandre III. Des concours de plongeon ont d'ailleurs été organisés à cet endroit. Il n'y a pas de candidat, hein. Pardon ? Pour les concours de plongeon ici. Ah oui. Voilà. Alors, toute la journée, je vous le disais, les démonstrations se sont enchaînées à l'image de Renaud Lavillenie, le vice-champion olympique de saut à la perche, qui a donc évidemment régalé le public. Information importante également, les sports paralympiques qui sont généralement laissés de côté dans l'olympisme, ils ont été pris en compte aujourd'hui et l'accent a été mis sur ces sports paralympiques. Vous découvrez ce tweet de Stéphane Lagarde qui tweet sur les jeunes du pôle espoir basket. Voyons également cette athlète paralympique qui pose tout sourire avec Teddy Riner, toujours évidemment le signe de Paris 2024. Autre exemple avec Gaëlle Milon, très heureuse visiblement de rencontrer le basketteur de NBA Nicolas Batum. Le soutien populaire en tout cas est très important. Alors il faudra attendre évidemment demain soir avant de dresser un premier bilan en termes d'organisation. Mais l'engouement, je vous le disais, est au rendez-vous. Vous voyez ce tweet des pompiers de Paris, tous unis derrière la candidature de Paris au JO 2024. J-83, date évidemment référence au 13 septembre prochain à Lima où sera dévoilé
la ville hôte de ces Jeux. Évidemment, il y a des conséquences inattendues puisque tout Paris a été bloqué, comme cet accident de bus. Évidemment, son trajet a été dévié. Il a dû passer sous un pont. Malheureusement, le tunnel était trop haut. Il s'est donc accroché. Et puis, on va terminer avec une très belle histoire. C'est ce couple, puisque les rues ont été bloquées, les rues étaient quasiment désertes. L'occasion de faire une photo pour l'histoire pour ce couple asiatique, seul en pleine journée sur le pont Alexandre III. L'image est rarissime. Paris, ville du sport et de l'amour, donc Stéphanie. Alors on en vient maintenant à cette dernière polémique autour de Donald Trump, mais cette fois-ci ce n'est pas le président américain, mais Johnny Depp. Oui, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle fait le tour des réseaux sociaux. Il était présent au festival de Glastonbury dans le Somerset en Angleterre et l'acteur américain s'est laissé aller à une plaisanterie sur l'éventuel assassinat de Donald Trump. Je vous laisse découvrir la scène. Assassinated the president. I want to clarify, I'm not an actor. I lie for a living. However, it's been a while. Maybe it's... Voilà pour cette déclaration plutôt tapageuse de Johnny Depp. Évidemment, les partisans du président américain s'en sont donnés à cœur joie. Les services secrets doivent faire quelque chose selon ce tweetos. Et on va terminer avec ce tweet de Jack Posobiec pour qui les médias ne remplissent pas leur rôle. Leur silence est tout simplement assourdissant selon lui. Merci Florent, merci à Laure Sémois, Antoine Vitkin, Marc Sémo, Denis de Montpion. Merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.